Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Vous êtes directeur fondateur de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et on vous reçoit pour votre nouvel ouvrage Géopolitique de l'intelligence artificielle, sous-titré Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. C'est aux éditions Erol. Alors, vous n'allez pas nous dévoiler les tout derniers secrets de cette super technologie. Non, vous allez nous montrer comment est-ce que cette révolution va bouleverser finalement les équilibres mondiaux. Pascal Boniface, est-ce que vous nous dites c'est qu'on n'est pas forcément conscient de la violence de cette révolution? Est-ce qu'on est trop naïf ? Trop naïf ou pas assez informé, pas assez attentif, ou peut-être aussi trop apeuré de rentrer dans un domaine technologique qui est un peu effectivement inconnu. Il était aussi inconnu pour moi, je ne suis pas du tout un technicien, mais effectivement il peut changer nos vies dans les années qui viennent. Il peut avoir la même importance que la révolution industrielle au XIXe siècle sur un temps plus court. Les géants technologiques qui ont une importance fondamentale pour nos vies n'existaient pas il y a 20 ans. Donc on voit la rapidité avec laquelle ça va, et par rapport à cela, on ne peut pas dire qu'il y a finalement une prise de conscience, notamment des responsables politiques. Quels ont été les débats à l'Assemblée ou pendant la campagne pour les élections sur ces sujets majeurs, non seulement majeurs pour les sociétés, mais pour l'avenir de la France. Pas si nombreux que ça, finalement. Oui, parce que, alors là, vous venez de dire que c'est une révolution carrément plus importante que la révolution industrielle du 19e. Oui, parce qu'elle change tout, elle change tout sur un temps beaucoup plus court. Beaucoup plus restreint. La révolution industrielle, ça a pris quand même un demi-siècle. Là, aussi bien les relations que peuvent avoir les États-Unis et la Chine, la place de la France et l'Europe dans le monde, que l'avenir du travail, que l'avenir de nos libertés. Tout cela peut avoir un impact fondamental, peut changer de façon fondamentale. Alors, ça peut changer en bien. Parce que ces technologies peuvent apporter un confort, peuvent apporter un développement de la production qui pourra permettre de vivre mieux, de vivre plus longtemps en meilleure santé. Formidable. Mais cela, si on fait les bons choix. C'est le scénario rose. Idéal. Mais il y a aussi un scénario noir. Alors les deux sont peut-être extrêmes, bien sûr. C'est pas forcément la corne d'Armemance, mais ça peut être aussi un scénario noir où des millions de personnes sont jetées au chômage parce qu'elles sont plus utiles, parce que des machines, des robots prendraient leur place, et qu'en même temps, ceux qui ont fait fortune ne veulent plus s'occuper d'eux parce que finalement, comme ils sont inutiles, on n'a plus à les prendre en charge et on va les laisser comme cela, peut-être finalement être livrés à eux-mêmes et être réduits à la charité. Donc ce sont des scénarios extrêmes, bien sûr, mais quand même autant les anticiper. Et vous dites justement que 40% de nos emplois pourraient disparaître d'ici 10-15 ans. Et vous écrivez, il va y avoir du sang sur les murs. Oui, parce qu'il s'agisse d'emplois peu qualifiés ou d'emplois très qualifiés, tous les emplois sont menacés, sauf peut-être, bien sûr, les emplois de soins, les emplois d'aide, effectivement. Mais ceux qui font de longues études en estimant qu'ils seront à l'abri, un interprète, un avocat, un interprète, peuvent être très bien réduits au chômage. Pas tous, bien sûr, mais une grande partie d'entre eux, parce qu'il y aura des machines qui feront des meilleurs diagnostics, plus sûrs, parce que jamais un docteur, le plus doué soit-il, aura la mémoire d'un ordinateur. Des jurisprudences pourront être intégrées par milliers par un ordinateur qui, du coup, fera mieux qu'un avocat le plus expérimenté et celui qui a la plus brillante plaidoirie. Donc effectivement, et les métiers de journaliste ou de professeur sont aussi en danger. Je ne nous le souhaite pas. Vous dites qu'il n'y a pas assez de débat, qu'on ne s'est pas posé suffisamment les bonnes questions. Pourtant, j'ai l'impression qu'avec les GAFA, les fameux géants que vous citiez, d'Internet, les Google, Amazon, Facebook, on en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup, mais peut-être pas sur tous les plans qu'il faudrait. Alors, on en parle beaucoup. Faut-il avoir peur géants ? Vont-ils restreindre nos libertés ? Mais par exemple, le débat sur est-ce que ces organismes vont devenir plus importants que les États ? Avec des gens qui sont à leur tête, dont la fortune personnelle est supérieure au PIB de nombreux États. C'est la question que pose Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Parce que finalement, vous avez des milliardaires du net qui ont fait fortune en 20 ans, vraiment même moins que ça, qui sont plus riches que ne le sont le Koweït ou Oman ou le Qatar, des pays quand même très riches, qui sont plus riches que 150 pays du monde. Et donc, effectivement, la fortune de Jeff Bezos a augmenté du PIB de la Hongrie cette année. En une seule année. Donc ça donne quand même un peu le vertige, parce que ces gens-là ne sont responsables devant personne, sauf devant eux-mêmes. Mais peut-être aussi devant les utilisateurs que nous sommes, qui ont notre mot à dire, les citoyens. Qu'il faut réguler. Et puis les États qui, avec un temps de retard, commencent à se réveiller, aussi bien aux États-Unis d'ailleurs,
qu'en Europe, que même en Chine. Et alors en Chine, oui, vous dites pas de grande puissance sans intelligence artificielle. Dans votre ouvrage, vous décortiquez justement la stratégie, l'utilisation que les puissances font aujourd'hui. Facteur numéro 1 de puissance, finalement, l'intelligence artificielle. Et vous dites la seule chose sur laquelle le président chinois, américain ou russe sont d'accord, eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Justement. Sur le fait que celui qui la possède dominera le monde, c'est un constat commun. Ils s'y mettent tous, avec des handicaps et des atouts. La Russie s'y met, mais elle est un peu en retard et on ne peut pas vraiment dire que l'initiative privée est favorisée par le système russe. La Chine, elle a un double système, c'est enrichissez-vous si vous le voulez pour les entrepreneurs, tant qu'ils ne remettent pas en cause la prédominance du Parti communiste. Et Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui est la plus grosse entreprise digitale chinoise, l'a appris à ses dépens. Il s'est cru plus important que Xi Jinping. Et il a reçu un gros coup de massue. Du temps de Mao, on disait que le parti commande au fusil. Xi Jinping dit le parti commande aux géants digitaux. Et la Chine fait la course en tête, justement sur... Elle le fait depuis quelque temps. Elle commence à dépasser les États-Unis. Il y a eu ce qu'on appelle le moment Spoutnik pour la Chine. Alors, qu'est-ce que c'est ce moment Spoutnik ? Le moment Spoutnik, c'est quand les Américains effrayés ont découvert qu'ils étaient dépassés par les Soviétiques dans la course à l'espace. En 57. En 57. Et pour les Chinois, ils découvrent qu'ils sont tellement en retard dans l'intelligence artificielle qu'ils ne vont pas rattraper les États-Unis parce qu'une machine de Google a battu le champion du monde de jeu de Go. Donc c'est en jouant au jeu de Go, en Chine, évidemment les grands champions du jeu de Go, les Chinois, se rendent compte qu'en fait, ils se font battre par une machine. Et on voit le problème, ça crée une sorte de déclic. On a créé d'abord un ordinateur qui joue aux dames, puis aux échecs, puis aux jeux de Go, et tout ça est plus complexe un peu à chaque fois. Et là, effectivement, les Chinois se disent, on est en retard. Si nous voulons dépasser les États-Unis, qui est l'objectif central de Xi Jinping, il ne faut pas qu'on loupe la révolution numérique, parce que c'est à la fois la puissance économique, la puissance technologique et la puissance militaire. Et donc la grande erreur de l'Union soviétique est d'avoir voulu rivaliser avec les États-Unis du temps de la guerre froide sur le plan militaire, strictement militaire. Elle s'y est perdue. Alors que la Chine, se dit, on va rivaliser avec les États-Unis là où sera la puissance de demain, pas la puissance d'hier. Et justement, je faisais le lien avec la guerre froide. Vous parlez de guerre froide technologique, justement, entre la Chine et les États-Unis. Ça se déplace aussi sur le terrain politique. On a vu Donald Trump qui a essayé d'empêcher l'installation, justement, de Huawei, qui a réussi d'ailleurs sur le sol américain, mais aussi TikTok, il n'y est pas réussi. Alors effectivement, Huawei, c'est très significatif. Ils sont meilleurs que les firmes américaines. Donc la réponse, c'est de dire ils nous espionnent. On ne va pas dire qu'ils sont meilleurs parce que c'est pas possible, bien sûr. Et donc on va dire qu'ils nous espionnent et donc on bloque l'arrivée. TikTok, c'est encore plus significatif. Du temps de la guerre froide justement, les Soviétiques et les Chinois interdisaient la culture occidentale de peur qu'elle pervertisse la jeunesse. Et donc les Beatles, Elvis Presley, tout ça était les Blue Jeans, c'était interdit. Et là, on voit quoi ? On joue à front renversé puisque c'est le président américain qui interdit une application chinoise, TikTok, de peur qu'elle pervertisse la jeunesse américaine. Puisque c'est un aveu de faiblesse. Avait 100 millions d'abonnés, c'est un aveu de faiblesse. Eh bien, effectivement, quand on ne peut réagir que par l'interdiction, c'est qu'on a perdu la partie. Et l'Europe dans tout ça, est-ce qu'on tire notre épingle du jeu ? Alors l'Europe, sur les données personnelles, on est dépassé par les géants numériques, Facebook, Twitter, même Alibaba, Amazon, effectivement. Sur les données industrielles, on n'a pas perdu la partie. Sur les données de santé, on n'a pas perdu la partie. On peut même être en avance. Et là, on voit, il y a 2 jours, mercredi dernier, un éditorial de Thomas Friedman, le grand éditorialiste américain, qui disait « On devrait peut-être s'intéresser à ce que fait l'Europe sur la protection des données ». Donc les Américains commencent un peu à se rendre compte que l'Europe peut-être peut apporter des réponses, notamment par rapport à la menace chinoise. Et cette nouvelle commission européenne qui s'est mise en place, qui affirme sa vocation géopolitique, a bien compris que si elle n'agit pas dans le domaine de l'intelligence artificielle, eh bien elle ne sert à rien. D'où un peu faire blocage par rapport aux GAFAM sur le plan fiscal, sur le plan de la protection des données, et puis investir aussi pour qu'il n'y ait pas une fuite des cerveaux et pour que l'Europe ne soit pas finalement réduite au rôle de est-ce qu'on a comme seul choix d'être le partenaire junior de la Chine ou des États-Unis. Ce qui ne serait pas très brillant comme choix. Voilà. Merci à vous, merci encore Pascal Boniface. Je rappelle le titre de votre livre Géopolitique de l'intelligence artificielle, comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. C'est aux éditions Erol. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.